Donc, premièrement, le premier argument des intimés est à l'effet qu'il existe une règle de common law obligeant toute personne à se dévoiler devant les cours de justice. Cette règle est largement étayée par la jurisprudence et elle trouve également son fondement dans deux principes. Donc, celle-ci est établie depuis la nuit des temps. Et, étant donné qu'elle n'a pas été appliquée de prime abord en l'espèce, c'est pourquoi il faut renvoyer le dossier en première instance afin que celle-ci soit appliquée. Donc, comme je vous le mentionnais, la jurisprudence étaye largement cette règle de common law qui existe depuis très longtemps devant les tribunaux. Une première décision en droit canadien est Manira contre le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada. Il s'agissait d'une femme dans une décision ontarienne en 2010 en appel d'un tribunal administratif. Donc, cette femme désirait porter la burqa devant le tribunal. Toutefois, le juge lui a demandé de la retirer sur la base de la règle de la common law. Ensuite, la décision La Reine contre MS, décision ontarienne encore une fois, toute récente en 2013, dans laquelle une femme aussi, victime d'agression sexuelle, voulait témoigner vêtue d'un niqab. Malgré ses convictions religieuses, le juge lui a demandé de le retirer, ce qu'elle a fait. Encore une fois, une application de la règle de common law qui est pertinente en l'espèce. Par ailleurs, en droit comparé, il y a aussi d'autres décisions. Est-ce que la décision d'une témoin dans un autre dossier peut avoir un impact quant à ce dossier? Le dossier que vous venez de mentionner en 2013, où un témoin a décidé finalement d'enlever le burqa. Excusez-moi, le niqab. Est-ce que son comportement a un impact quelconque pour nous? Ce n'est pas en tant que tel le comportement de la personne, mais plutôt la règle qui se dégage des motifs par tous les juges qui ont rendu ces décisions. Donc, il y a des décisions canadiennes, des décisions en droit comparé qui vont en ce sens. Et par ailleurs, on pourrait même inférer du fait que les victimes ont accepté de se dévoiler qu'on pourrait faire effectivement dans ce même dossier. Donc, en droit comparé, la décision police contre Azamjou. En Nouvelle-Zélande, en 2005, en première instance, un juge a demandé à deux femmes qui voulaient porter la burqa de les retirer. Toutefois, il a permis à ces femmes de témoigner avec un dispositif d'écran, c'est-à-dire pour minimiser leur atteinte. En fait, les juges, le personnel de la cour et les avocats pouvaient voir les femmes dévoilées seulement. Mais vous n'êtes pas favorable à cette solution? Bien sûr, certainement. Les intimés sont tout à fait ouverts à plusieurs accommodements raisonnables. Mais ce n'est pas la position du juge Labelle et du juge Rothstein. Effectivement, par contre, les intimés mentionnent que les accommodements raisonnables seraient permis dans la seule mesure où la plante se dévoilerait, c'est-à-dire dans la seule mesure où elle enlèverait son niqab. Donc, on pourrait ordonner un procès à huis clos. On pourrait ordonner un télétémoignage, c'est-à-dire en utilisant un téléviseur à circuit fermé, mais tout ça encore dans la mesure où la plante enlève son niqab. C'est ce qui est important à l'espèce. Dans la décision Mohamed contre Enterprise Rent-A-Car, il s'agit d'une décision américaine en 2006. Ici, c'est en droit privé. Donc, il s'agissait d'une femme, encore une fois, qui voulait porter le niqab et le juge lui a demandé de la retirer, ce qu'elle a fait. On peut comprendre, suite à cette décision, que s'il est important pour un juge en droit privé ou encore en droit administratif de voir le visage d'un témoin, alors que le droit privé ne prévoit pas de défense pleine et entière, à plus forte raison en droit criminel, le visage est primordial étant donné que la défense pleine et entière a un statut qui est constitutionnel. Donc maintenant, après avoir prouvé l'existence de la règle de common law qui découle de la pratique judiciaire depuis plusieurs siècles, cette même règle trouve son fondement dans deux principes. Premièrement, la défense pleine et entière, et deuxièmement, les règles du décorum. Donc, la règle de common law se dégage des procédures minimales accordées à l'accusé en vertu de son droit à une défense pleine et entière. Le système accusatoire et contradictoire, qui est à la base même du droit criminel, accorde une grande importance aux témoins qui déposent sous serment, dont le comportement peut être observé par le juge des faits et le témoignage vérifié au moyen d'un contre-interrogatoire. Donc, le droit de défense pleine et entière se manifeste de ces deux façons dans le présent dossier. Premièrement, il est important pour le juge de voir le visage
et il est d'autant plus important pour l'avocat de la défense de le voir pendant le contre-interrogatoire. Concernant l'importance pour le juge, lorsqu'une personne livre son témoignage à visage découvert, le juge peut apprécier sa crédibilité de ses propres yeux. Il peut observer son comportement et ainsi évaluer la valeur probante à accorder à son témoignage. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème lorsque l'on exige d'une personne qui, normalement, ne dévoilerait pas son visage et on essaie de déterminer à partir d'observations de ses réactions comment on le ferait pour une personne qui a l'habitude de ne pas avoir son visage dévoilé? Comment le ou la juge peut savoir quelles vont être les réactions d'une femme musulmane qui, normalement, n'aurait pas la gêne ou la honte si elle n'y avait pas cette croyance-là? Est-ce que vous ne voyez pas une différence? Il y a certainement une différence, Monsieur le juge, car la plante, si elle enlève son niqab, ce sera tout à fait déstabilisant pour elle, étant donné qu'elle le porte depuis longtemps. Toutefois, selon les intimés, les juges de première instance ont tout à fait l'expérience et la compréhension nécessaires pour comprendre cette espèce de nervosité qui découle du fait de se dévoiler pour une des premières fois devant des hommes et qui découle aussi du fait qu'elle soit déstabilisée de témoigner devant une salle d'audience. Mais est-ce que ça ne minimise pas l'utilisation alors de ces observations-là à un point où ça devient, ça pèse en faveur qu'elle garde son niqab? Parce que si ce genre de preuve-là va être ignoré de toute façon parce que, comme vous dites, le juge peut voir que la femme est déstabilisée, alors je ne vais pas porter attention à ses comportements, alors pourquoi pas lui laisser porter le niqab? Je peux répondre à votre question avec une analogie. Donc, au même titre qu'une personne agoraphobe viendrait témoigner dans une salle d'audience remplie comme aujourd'hui, donc cette personne serait tout à fait déstabilisée avec l'audience publique qui est derrière elle et ça lui ferait une certaine pression de témoigner. Toutefois, le juge n'aurait pas à rejeter son témoignage pour la simple et bonne raison qu'elle est nerveuse à venir témoigner devant beaucoup de gens. Donc, on peut faire la même analogie avec le présent litige. Donc, concernant l'importance pour le juge, il faut certainement comprendre que la déférence des cours supérieures envers les juges de première instance existe, étant donné la possibilité pour les juges de première instance de voir de leurs propres yeux et d'observer les témoins. Donc, il faut absolument que les témoins se dévoilent devant les cours de justice pour favoriser, premièrement, la fonction du juge de première instance d'évaluer la crédibilité et, par ailleurs, pour favoriser la recherche de la vérité. Maître, pensez-vous que chaque juge regarde constamment, durant le témoignage de chaque témoin, tout le temps? Je dois admettre, moi, par exemple, quand j'étais juge de première instance, on a autre chose à faire. Il faut prendre des notes, chercher dans les documents, n'importe quoi. Et à mon avis, typiquement, le juge ne va pas regarder le témoin tout le temps. Alors, si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous l'êtes ou non, mais si vous êtes d'accord avec moi, ça suggère que le fait d'avoir l'occasion d'observer un témoin n'est pas si important parce qu'il y aura sans doute les moments durant le témoignage où le juge ne regarde pas le témoin. Vous avez raison de le souligner, Madame la juge. Effectivement, souvent les juges de première instance ont ils doivent regarder le témoin, ils doivent comprendre les questions, prendre des notes. Toutefois, lorsqu'un témoin est un témoin clé en instance, comme c'est le cas en l'espèce, c'est-à-dire que la plante est l'unique témoin à charge, bien certainement le juge de première instance aura beaucoup plus les yeux rivés sur la témoin, étant donné qu'elle est la seule à venir témoigner et que sa crédibilité est autant centrale pour la résolution du litige. Donc, c'est ce que je pourrais répondre concernant cette question. Donc, le juge aura vraiment à se concentrer sur ce témoignage, étant donné qu'il est le seul sur lequel il peut s'appuyer.
On peut donc comprendre, suite à ces observations pour le juge, que l'importance du visage en droit criminel est non négligeable. Ne dit-on pas, Mesdames et Messieurs les juges, qu'une image vaut 1000 mots? Cette expression est fort révélatrice en l'espèce. On comprend que le fait de voir le visage est beaucoup plus éloquent et significatif que de simples paroles. Vous êtes sûrement familier avec l'expression « poker face ». Eh bien, si aucun indice ne découlait du visage et si les expressions faciales n'étaient d'aucune utilité, cette expression n'existerait pas. On ne dit pas « poker shoulder », on dit « poker face ». Mais en même temps, si on pense aux situations dans le passé, sont très bien connues, où une victime supposée d'une agression sexuelle a changé d'histoire après un procès. Il y a des causes comme ça. Et étant donné que ces causes-là existent, il me semble que vous avez beaucoup plus de foi que moi dans l'habilité d'un juge de décider si le témoin dit la vérité ou non tout le temps. Vous voulez dire, dans le fond, si une personne changeait son témoignage en cours de route? C'est juste pour dire que dans le passé, il y avait des situations où un témoin, après le procès, a changé d'histoire. Et même si dans ces causes-là, le juge a accepté le témoignage, mais au fond, ce n'était pas vrai. Pour moi, ça suggère qu'il existe des situations où le juge avait tort quand il ou elle avait cru le témoignage d'un témoin, même si le juge a eu l'occasion de regarder le visage. Je veux dire tout simplement que les juges ne sont pas possiblement aussi bons pour déterminer la vérité qu'on aurait pensé peut-être. Je pourrais répondre à votre question en deux arguments. Donc, premièrement, ici, on pourrait se questionner quant à savoir si la plante changerait son témoignage en cours de route. Toutefois, les intimés ne pensent pas que c'est le cas. Elle a gardé la même version depuis le début. Par ailleurs, je pourrais répondre à votre question d'une deuxième façon, c'est-à-dire en vous proposant des jugements de la Cour suprême et d'autres de cours d'appel qui ont mentionné à quel point il était important de faire confiance au juge de première instance dans ses impressions quant à un témoin. Donc, je pense à l'arrêt La Reine contre ARP, une décision de la Cour suprême en 2012, donc toute récente, et également à l'affaire Pelletier en 1995, je crois, de la Cour d'appel d'Alberta. Donc ici, les juges, malgré le fait que c'était des témoignages contradictoires et que les témoins, la crédibilité était en litige, les juges de la plus haute instance dans la décision ont mentionné qu'il était important qu'on laisse aux juges de première instance cette zone d'appréciation pour qu'ils puissent eux-mêmes donner leurs impressions quant à la crédibilité d'un témoin. Donc, ils ne pourront renverser cette décision à moins qu'elle ne soit déraisonnable. Maître Ray, je dois vous demander de conclure votre présentation. Oui, parfaitement. Donc, pour conclure la présentation des intimés, il faut comprendre qu'il existe une règle de common law et que celle-ci doit être appliquée, donc en renvoyant le dossier en première instance. Il faut absolument que la Cour exprime une règle de droit qui serait claire, c'est-à-dire une directive juridique applicable à tous les témoins, et ce, à toutes les instances. Cela terminerait mes représentations. Très Merci bien. beaucoup de votre écoute. Je laisserai la parole à mon collègue. Ça va? Alors, bonjour Madame la juge, bonjour Messieurs les juges. Je me présente Samuel Monfette-Tessier. Mes représentations vont porter sur la deuxième question au cœur du débat. Quelles sont les limites au droit à la liberté de religion? Comme vous le savez, les droits prévus à l'article 2 de la Charte ne sont pas absolus.
Pensons par ailleurs à l'article 2b de la liberté d'expression. L'arrêt Keegstra de la Cour suprême du Canada est venu dire qu'une expression qui revêt une forme de violence physique n'est pas protégée par la Charte. Faisons une allusion à la liberté de religion et demandons-nous quelles sont les limites à ce droit. Les intimés vous soumettent un troisième critère qui devrait être ajouté à ceux de l'arrêt Amselem, puisque le dossier que nous avons devant vous soulève un doute quant à la pratique discriminatoire religieuse. Le critère est le suivant. Est-ce que la pratique religieuse est discriminatoire, notamment dans le cas du présent dossier qui porte atteinte à la valeur d'égalité des sexes? Dans l'affirmative, il ne s'agit pas d'une pratique religieuse qui est protégée par la Charte. Et ce nouveau critère se fonde d'abord par les principes véhiculés par l'article 2A de la Charte, ensuite par les limites instaurées par les tribunaux, et puis finalement, cela découle de l'analyse de l'article 28 de la Charte qui prévoit la valeur d'égalité des sexes. Concernant mon premier point, faisons rapidement la revue jurisprudentielle du quatuor des jugements de la Cour suprême du Canada concernant l'article 2A de la Charte. Dans le premier arrêt, l'arrêt Big-M Drug Mart en 1985, la Cour suprême du Canada est venue mettre une première limite. On peut restreindre la liberté de religion lorsque celle-ci porte atteinte aux mœurs publiques et aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Et puis, dans Amselem en 2004, la Cour suprême du Canada est venue créer deux critères afin d'évaluer l'atteinte à la liberté de religion. Le premier critère est celui de savoir si la croyance est sincère. Et puis, deuxièmement, il faut se demander si l'atteinte à la liberté de religion est plus que négligeable ou insignifiante. 2 ans plus tard, dans l'arrêt Multani, la Cour suprême du Canada est venue resserrer le premier critère. Non seulement la croyance doit être sincère, mais elle doit être obligatoire aux yeux du croyant. Et ici, une question se pose. Madame a déjà fait 3 accommodements. Premièrement, elle a enlevé son niqab pour la citoyenneté. Deuxièmement, elle l'a enlevé pour exercer son droit de vote. Et troisièmement, elle l'a enlevé pour conduire. Et donc, il va falloir se poser la question en première instance de la croyance obligatoire de sa pratique religieuse. Et puis finalement, en 2009, dans l'arrêt des Utérites, la Cour est venue à la conclusion que les intérêts supérieurs devaient primer sur les intérêts de la communauté utérienne et il devait donc se faire prendre en photo si les membres de cette communauté voulaient continuer à détenir un permis de conduire. Est-ce que c'est la croyance obligatoire de sa pratique à elle ou est-ce que c'est la croyance obligatoire de sa religion à elle? Il s'agit de sa pratique à elle, il s'agit d'un critère qui est subjectif. Subjectif, très bien. Son interprétation de sa religion. C'est exact. Et donc, en faisant la revue jurisprudentielle du quatuor, nous voyons qu'il y a une tendance au resserrement concernant la liberté de religion. Alors, excusez, mais vous concédez qu'il n'y avait pas lieu ici à démontrer par de la preuve la nécessité du port du niqab pour la croyance musulmane en général. C'était suffisant que le juge détermine qu'elle avait une croyance sincère dans l'obligation de porter le niqab. C'est exact. Le juge doit se demander qu'une croyance sincère est obligatoire. Alors, il n'y a pas besoin de preuve d'amplification sur la preuve de la croyance de la religion elle-même. Le témoignage de la témoin est suffisant. C'est exact. Très bien. Ça va être surtout sur le troisième critère que ça va jouer dans le présent dossier. Très bien, merci. Serge, la jurisprudence démontre des limites qui sont abstraites, soit des critères qui s'appliquent dans tous les cas. Passons maintenant à des limites concrètes, soit des limites instaurées par les tribunaux dans des cas spécifiques. La première cause que les intimés voudraient démontrer devant vous est la cause de Church of Scientology Toronto, un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario de 1987. Dans cette affaire, un mandat de fouille avait été émis contre un édifice de l'Église scientologique de Toronto. Et cette dernière a contesté la validité du mandat en disant qu'on s'attaquait à une pratique religieuse. La Cour d'appel de l'Ontario est venue dire qu'elle pouvait intervenir lorsqu'une pratique religieuse était contraire à la loi. Dans le cas de Church of Scientology Toronto,
Ils étaient soupçonnés de fraude et de vol. Faisons une analogie au cas présent. La pratique religieuse de NS serait contraire au droit applicable au Canada, puisqu'il existe une règle de common law à l'effet que toute personne doit témoigner à visage découvert. Une deuxième cause, en Afrique du Sud, Christian Education South Africa, une association de 196 écoles chrétiennes qui prônait le châtiment prévu par la Bible, soit la fessée. Et la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud est venue à la conclusion qu'il existe des normes fondamentales auxquelles tous sont soumis, que la liberté de religion ne peut enfreindre. Et donc, si on interdit la fessée, on doit à plus forte raison interdire le port du niqab qui est contraire à la règle de common law. Et puis dernièrement, tout récemment, en 2010, la France a fait une loi qui interdit toute personne de se promener dans des endroits publics le visage couvert. Je vous amène à la dernière page de notre mémoire qui reprend le texte de l'article 1 de cette loi. Elle se lit comme suit. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Cet article nous dit deux choses. Premièrement, bien, le législateur français est beaucoup moins bavard que le législateur canadien. Mais deuxièmement, le législateur français fait prôner l'ordre public à la liberté de religion. Et cette atteinte a été prouvée constitutionnelle par les cours françaises. Oui, mais pas sur la même base constitutionnelle qui existe au Canada. C'est exact, monsieur le juge. Et si on suit les journaux, il semble que cette loi n'est pas nécessairement un très grand succès dans les faits. Il y a des quartiers à Paris et ailleurs où, effectivement, la porte des niqabs et des burqas est répandue. Il se peut, monsieur le juge, mais les intimés vous démontrent cette loi afin de vous montrer les limites qu'il y a eu dans la liberté de religion, alors que celle-ci a un statut protégé. Et c'est ce qui nous amène à la troisième partie, soit l'analyse de l'article 28 de la Charte canadienne qui prévoit la valeur d'égalité des sexes. Cet article a été retranscrit au paragraphe 65 de notre mémoire. Je vous en fais la lecture. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, ce qui démontre que le constituant voulait donner une valeur primordiale à ce qui suit, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. Et donc, non seulement le constituant a prévu un droit à l'égalité prévu à l'article 15, mais il est venu légiférer en disant à l'article 28 que la valeur d'égalité des sexes est primordiale en droit canadien. Les intimés ont répertorié plusieurs jugements dans lesquels la Cour suprême du Canada a utilisé l'article 15 à la lumière de l'article 28 pour limiter des droits et libertés prévus par la Charte. Deux cas sont intéressants en l'espèce pour le dossier. Le premier, l'arrêt PD contre SC, un jugement de la Cour suprême du Canada en 1993. Il s'agit de l'histoire de parents ayant de différentes religions. Ils ont cessé de faire vie commune. L'un parent a eu la garde de l'enfant et l'autre s'est vu attribuer des droits de visite. Et le parent ayant la garde a reproché aux parents ayant des droits de visite d'essayer d'endoctriner son enfant dans sa religion. Et la Cour suprême du Canada est intervenue sous le principe du meilleur intérêt de l'enfant, principe que l'on retrouve au Code civil du Québec, qui est une loi d'application générale. Donc, si la Cour suprême du Canada intervient concernant le principe du meilleur intérêt de l'enfant qui est prévu dans une loi d'application générale, elle doit à plus forte raison intervenir si la pratique religieuse porte atteinte à la valeur d'égalité des sexes prévue dans la Charte canadienne. Et une deuxième cause, l'arrêt Brooker contre Markowitz de la Cour suprême du Canada en 2007. Dans cette affaire, il s'agit d'un époux qui a refusé de donner à son épouse le guet, ce qui constitue le divorce juif. On peut croire qu'il y a de la misère à sortir d'une peine amoureuse, mais après 15 ans, il lui a finalement donné le divorce. Et l'épouse est allée devant les tribunaux. Elle est allée auparavant. Pardon? Elle a intenté sa poursuite bien avant. Effectivement, monsieur le juge, elle a intenté sa poursuite bien avant. Et la Cour suprême du Canada est venue dire que ce ne sont pas toutes les pratiques religieuses
qui sont en harmonie avec les valeurs canadiennes. Et ici, on disait de refuser de donner le guet était contraire à la dignité et à l'égalité de la femme. Donc, revenons au troisième critère que les intimés vous soumettent respectueusement. Une pratique religieuse qui est discriminatoire n'est pas protégée par la Charte. Un tribunal ne peut pas cautionner une pratique religieuse qui est discriminatoire. Un accusé ne pourrait demander à un juge homme de céder le banc à une juge femme sous la base d'une pratique religieuse. Un exemple plus concret est l'infraction de polygamie prévue à l'article 293, paragraphe 1 du Code criminel. Cette infraction a fait l'objet d'un renvoi sur la constitutionnalité en 2011 à la Cour suprême de Colombie-Britannique. L'un des droits soulevés pour inconstitutionnaliser l'infraction était le droit à une liberté de religion. Le juge en est arrivé à la conclusion que la polygamie portait atteinte à la société, aux enfants et aux femmes. Plus précisément, dans le cas des femmes, cela portait atteinte à sa dignité et au droit à l'égalité. Et donc, le juge en est arrivé à la conclusion que l'infraction était constitutionnelle. On ne peut soulever une pratique religieuse afin de permettre la polygamie comme pratique. Alors, ramenons le tout au présent dossier. Ma consoeur vous a prouvé l'existence d'une règle de commune law à l'effet que toute personne doit témoigner à visage découvert. Et sur cette base, le dossier devrait être envoyé à l'enquête préliminaire pour l'application de cette règle. Toutefois, la plainte peut soulever une atteinte à la liberté de religion via l'application de cette règle. Et à ce moment, il faudra évaluer 3 critères. Premièrement, est-ce que la croyance est sincère et obligatoire à ses yeux? Deuxièmement, est-ce que l'atteinte à sa liberté de religion est plus que négligeable ou insignifiante? Mais surtout, troisièmement, s'agit-il d'une pratique religieuse qui est non discriminatoire? Et c'est sur cette question que les intimés croient qu'un débat devrait être fait en première instance. Les intimés font leur les propos de Lord Bingham dans l'affaire de Rule of Law, que vous allez retrouver au paragraphe 75 de notre mémoire. Je vous en fais la lecture. The rule of law requires that fundamental rights, such as that of freedom of belief and practice, should be protected, but it does not require that they should be absolute. The rights of the individual must be set against the rights of others, and that calls for the drawing of lines. C'est pour cette raison, Madame la juge, Messieurs les juges, que les intimés sont devant vous aujourd'hui. Une première ligne a été tracée concernant la règle de common law. Toutefois, une deuxième ligne devrait être tracée, et celle-ci concernant la liberté de religion. Et cette ligne se doit d'être une ligne claire. Une pratique religieuse discriminatoire n'est pas protégée par la Charte. Et pour ces raisons, les intimés vous demandent de rejeter le présent appel, d'ordonner à la plante de retirer son niqab conformément à la règle de common law et de retourner le dossier à l'enquête préliminaire pour la suite des procédures. Ce que vous prétendez dernièrement est effectivement le résultat de l'arrêt de la Cour suprême dans Brooker et Markovitz, n'est-ce pas? Parce que la Cour a décidé, parce qu'il y avait un impact discriminatoire à l'égard de Mme Brooker, la Cour a décidé de donner effet à sa réclamation en dommages et de rejeter effectivement la défense de M. Markovitz à l'effet qu'il exerçait un droit religieux. C'est exact, Monsieur le juge, mais qu'est-ce qui nous distingue de Brooker contre Markovitz dans le cas présent? C'est qu'il faut appliquer la règle de common law obligeant toute personne à venir témoigner à visage découvert. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. So you have, or one of you has the right to a reply that would not exceed 5 minutes if you choose to exercise it. Thank you, Justices. My friend relied on the case of Keegstra to support his argument that the wearing of a niqab can be limited in all cases. We say, however, that there's no evidence to harm to the public from niqab-wearing women. Furthermore, in the case of Keegstra, Parliament restricted 2B, not the courts, and that we cannot ask the courts to craft a restriction on somebody's rights outright with no evidence here. Third, in Keegstra, the majority relied on Section 27
to uphold the restriction on hate speech, which requires that charter interests be interpreted in accordance with Canada's multicultural society. Well, Section 28 never came into play in Keegstra. No, it did not, No. but Section 27 here is relevant as well. And finally, my friend's argument fails to comply with the Section 1 values and principles, which were stated in Oakes as values and principles that embody, to name a few, respect for the inherent dignity of the human person, commitment to social justice and equality, accommodation of a wide variety of beliefs, respect for cultural and group identity, and faith in social and political institutions which enhance the participation of individuals and groups in society. Thank you very much. Thank you very much to one and all. Alors, l'affaire est mise en délibéré. The case is taken under advisement. Thank you very much.